Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast dédié à la leader advocacy et au marketing advocacy. Je suis Patrice Hilaire, fondateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode une personnalité incontournable du digital, monsieur Frédéric Cavazza. Comment allez-vous, Frédéric? Eh bien, écoutez, je vais très bien. Merci de m'inviter pour cette première émission. Je suis très content et très honoré également. En tout cas, je pense que c'est bien de redémarrer maintenant. Voilà, on est d'attaque pour la rentrée avec tout un tas de sujets numériques qui se bousculent, qui se chevauchent. Il y a, j'imagine, plein de choses à raconter. Ça augure plein de bons épisodes pour votre podcast. Merci Frédéric. Alors, avant de rentrer vraiment dans le sujet, le cœur du sujet, en fait, pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour que les gens puissent vous connaître? Oui, alors moi je suis un ancien du numérique puisque ça fait 25 ans que je travaille dans le milieu de l'Internet. Concrètement, je suis consultant, conférencier, formateur également, et je me définis principalement comme un observateur averti des usages numériques. Et j'ai un blog que je rédige depuis plus de 20 ans maintenant qui s'appelle fredcavazza.net, sur lequel je partage en fait mes trouvailles, mes réflexions. Blog effectivement qui est devenu une référence depuis tant d'années. Mais avant effectivement de rentrer, dans le sujet du marketing advocacy et de ses composantes, vous qui êtes un observateur averti des médias sociaux, pouvez-vous nous faire un point en fait aujourd'hui sur les grandes tendances, autour de ce sujet s'il vous plaît? Les grandes tendances, on peut en isoler quatre hein, rapidement. Il y a déjà le psychodrame autour de Twitter, voilà, qui est maintenant X, avec tous ces changements extrêmement rapides, unidirectionnels, hein, puisque le nouveau patron, enfin le nouveau propriétaire, Elon Musk, voilà, prend une décision tous les week-ends. Voilà, il casse, il déconstruit, il démonte Twitter petit à petit. On ne sait pas trop où ça va mener, et c'est bien dommage parce que Twitter n'a pas vraiment d'alternative. Il y a bien Thread qui a été lancé par Facebook, enfin par Meta, mais on ne sait pas où tout ça va et c'est un petit peu dommage. Le deuxième sujet, bien évidemment, c'est la prédominance de TikTok. Donc, quelles que soient les actions qui sont entreprises par les autres leaders sur les médias sociaux, TikTok est omniprésent. Il est, on va dire, c'est la balise, la plateforme que tout le monde regarde et que tout le monde essaye de copier, ce qui est quand même assez incroyable. Le troisième sujet, c'est enfin l'Union européenne qui arrive à faire plier les grandes plateformes sociales. On l'a vu avec Facebook, on l'a vu la semaine dernière avec TikTok et cette semaine avec Snapchat. Donc l'Union européenne qui force les grandes plateformes sociales à se plier à la volonté du législateur, notamment le fait d'interdire les flux algorithmiques au profit d'un flux chronologique. C'est ce qui va notamment se passer sur TikTok et sur Snapchat. Voilà, c'est l'Union européenne qui a le dernier mot. Donc pour les utilisateurs de l'Union, ça sera désormais un flux chronologique. Et enfin, le dernier sujet, et pas des moindres, ce sont les IA génératives, donc la capacité pour les intelligences artificielles de rédiger des contenus. Quand on mélange ça avec bien évidemment ces plateformes de création et de partage de contenu, bah, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, le fait qu'une IA puisse générer des tweets, le fait qu'une IA puisse générer des articles, puisse générer des vidéos, des images. Concrètement, on ne sait pas comment tout ça va se passer en termes de droits d'auteur, en termes de responsabilité, en termes de, c'est l'inconnu quelque part. Donc ça, vraiment, c'est les quatre gros sujets qui monopolisent, on va dire, la grande sphère des médias sociaux. Ouais, donc encore beaucoup de sujets, d'actualité. On le voit encore avec cette synthèse que vous avez fait Fred. Maintenant pour revenir, à un sujet, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que, les prises de parole, de marques sur les réseaux sociaux, ont vu en fait un accompagnement de ces prises de parole. D'abord autour des collaborateurs, ensuite autour des créateurs de contenu et maintenant on s'aperçoit qu'effectivement on a de plus en plus de dirigeants qui aujourd'hui vont prendre la parole sur les médias sociaux. Aujourd'hui, je voulais avoir votre sentiment justement sur cette évolution donc de la partie donc collaborateur. Ensuite, on a eu donc ces influenceurs et maintenant on a donc la leader advocacy. Comment vous percevez vous en tant qu'expert ces différentes tendances? C'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, la communication institutionnelle, donc la communication descendante,
elle est plutôt bien maîtrisée hein, sur les médias traditionnels. Par contre, on arrive au bout de l'exercice hein, sur les médias sociaux parce que bah, ce sont des médias dans lesquels on est censé avoir un peu de proximité, un peu de dialogue. Et effectivement, les marques ont du mal à dialoguer et à rester proches des consommateurs ou des publics. Donc, le fait d'avoir des humains qui s'expriment, c'est une très très bonne chose. C'est exactement à ça que servent les médias sociaux. Après ça, tous les humains ne sont pas forcément enfin tous les collaborateurs d'une entreprise sont pas forcément des grands communicants, hein. Ça reste des êtres humains, donc ils peuvent faire des écarts et ainsi de suite. Donc c'est une très bonne chose également qu'on puisse encadrer les prises de parole des collaborateurs, notamment à travers les programmes d'employé advocacy. D'une part pour les stimuler, d'autre part pour les encadrer, donc éviter qu'il y ait des débordements. C'est également une bonne chose qu'on puisse encadrer toutes les collaborations avec les influenceurs, parce que bah, les influenceurs aussi et les créateurs de contenu sont des êtres humains, donc ils peuvent déraper, ça peut ne pas correspondre à ce que veut la marque, donc c'est bien que tout ça soit cadré. Et enfin, l'accompagnement de la prise de parole des patrons, ça c'est une très bonne chose également, donc parce que la qualité première des dirigeants, c'est de diriger une entreprise, hein, c'est pas forcément de communiquer dans les médias et encore moins dans les médias sociaux. Donc, c'est plutôt une très très bonne chose qu'on institutionnalise ces pratiques d'accompagnement de la prise de parole des dirigeants sur les médias sociaux. Je pense que tout le monde y gagne dans cette histoire. Merci Fred. Donc la partie, si on revient plus dans un premier temps sur la partie donc emploi advocacy, aujourd'hui, comment aujourd'hui les collaborateurs prennent la parole sur les médias sociaux. On a en fait depuis plusieurs années aujourd'hui de grands plans de communication de l'ensemble des groupes. Même maintenant, effectivement, en province, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises accompagnent aussi leurs collaborateurs parce qu'il y a besoin de mettre en avant justement la marque employeur, l'activité, l'envie aussi de recruter, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés à recruter. Donc souvent, l'emploi advocacy est un premier pas vers ces éléments-là d'échange. Euh, Aujourd'hui, quand vous regardez, vous, donc ces éléments d'évolution, comment aujourd'hui vous percevez ces éléments-là pour des grands groupes, des petits groupes en termes de gestion de l'employé advocacy? On va très clairement dans la bonne direction, puisqu'aujourd'hui, on a des plateformes, des outils en ligne de gestion de la prise de parole des collaborateurs sur les médias sociaux. Donc, c'est plutôt une belle chose que ça soit institutionnalisé, donc que ça soit reconnu par l'employeur, que ça soit encadré et que ça soit rétribué dans la mesure où il y a des principes de challenge. Voilà, ceux qui ont le plus de portée bah, vont accumuler des points et les points vont se transformer en des petits prix, ce genre de choses. Donc c'est plutôt intéressant, encore une fois, de cadrer, d'inciter et de récompenser les collaborateurs qui vont donner du temps et de l'énergie pour pouvoir diffuser la bonne parole de leur employeur. C'est également, je pense, extrêmement bénéfique pour l'employeur parce que bah, ça permet de toucher les publics de façon différente, avec plus de proximité, en passant par d'autres moyens. Aujourd'hui, une marque, a priori, a une portée qui est quasi nulle. Donc, la seule façon pour elle d'exister sur les médias sociaux, c'est de faire de la publicité. Et la publicité sur les publications sponsorisées, on connaît les limites de tout ça. Donc, si on veut faire autrement, si on veut faire mieux, si on veut travailler en proximité, c'est à travers les salariés, les collaborateurs. Et c'est pour ça que les, les outils de gestion de l'employé de advocacy, donc de la prise de parole des collaborateurs. Je trouve que c'est une très bonne chose. À partir du moment où ce n'est pas trop strict, à partir du moment où on n'essaye pas trop de polisser la prise de parole avec par exemple des tweets ou des messages tout faits, bon, là on perd un peu de l'intérêt du bazar. En ce Ouais, qui autrement dit, il concerne faut les laisser dirigeants, pour vous de la liberté, laisser de la liberté à chacun ah oui, d'interagir quand même aussi sur ah oui, justement autour de sinon l'entreprise. on perd la spontanéité, on perd la proximité, effectivement, il faut quand même les laisser faire, ça reste des collaborateurs qui sont responsables. Donc oui, oui, bien sûr. Pour les patrons et les dirigeants, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'ils ont une plus grosse responsabilité. Eux, ils incarnent l'entreprise, la voix de l'entreprise. Potentiellement, l'exposition n'est pas la même puisqu'il peut y avoir des journalistes qui sont en embuscade à la recherche du moindre dérapage. Donc c'est un exercice plus délicat. Même s'il est très très intéressant parce que
Moi, je fais le parallèle entre la démocratie directe et la communication directe. L'air de rien, un dirigeant qui prend la parole sur les médias sociaux, c'est une communication directe, voilà, du patron vers les consommateurs. Donc, c'est une très bonne chose, mais c'est un exercice qui est quand même peut-être délicat parce que les patrons sont mobilisés à gérer une entreprise, d'accord? Ils n'ont pas forcément le temps de se former aux médias sociaux et ils ne sont pas forcément préparés à toute la violence qu'on peut trouver aujourd'hui sur les médias sociaux. Donc c'est bien qu'ils soient accompagnés, voilà, pour pas qu'ils dérapent, pour pas qu'ils paniquent, pour pas qu'ils se découragent. C'est plutôt une très bonne chose et également pour les inciter à avoir une prise de parole qui soit franche, qui soit transparente, authentique et pas quelque chose qui ressemble à un communiqué de presse, mais voilà, en résumé. Là, encore une fois, il y a pas d'intérêt. Oui, donc c'est effectivement le règne de l'interaction et donc c'est souvent aussi une difficulté que peuvent avoir, aussi bien les collaborateurs que les dirigeants sur cette capacité à, trouver le temps, mais également avoir la capacité de répondre quand on est collaborateur, pour avoir donc être dans la ligne et effectivement ne pas avoir de problème après ensuite de viralisation négative. Par rapport au support lui-même, Fred, les réseaux sociaux aujourd'hui, donc il y a pléthore de réseaux sociaux qui sont disponibles. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui sont plus en adéquation avec, donc cette pratique d'employé advocacy, de leader advocacy? Non, pas réellement, parce que toute entreprise aujourd'hui est déjà présente sur bah, les réseaux sociaux habituels, hein, les plateformes habituelles, hein, les Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et ainsi de suite. Donc, si dans votre programme d'employé advocacy, vous restreignez ça aux supports sur lesquels la marque est présente, bon, ça limite l'intérêt. Au contraire, moi, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de ne pas limiter et de laisser faire sur potentiellement n'importe quel support, voilà, de laisser faire les collaborateurs. D'aller par exemple traîner sur les forums, d'aller sur des plateformes sociales moins connues. Pour moi, c'est tout l'intérêt. Avec la difficulté qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que derrière, il y a moins de surveillance, on va dire, et de gestion par l'entreprise puisqu'elle ne elle est moins présente ou elle connaît moins ces supports. Donc ça peut être aussi un risque pour le collaborateur de prendre sur une plateforme un peu différente des interactions qui sont faites aujourd'hui par rapport à la marque. Est-ce qu'une marque aujourd'hui, elle surveille tout ce qui est dit en point de vente? Non. Elle fait confiance à ses collaborateurs. Bah, c'est pareil pour l'employé advocacy. Je pense qu'à un moment donné, s'il y a un programme qui est monté, la marque doit faire confiance. OK, merci Fred. Alors, il y a aussi une autre partie qui m'intéressait aujourd'hui d'échanger avec vous. C'est forcément, avec beaucoup d'actualité puisque c'est ce qu'on appelle la partners advocacy. Donc c'est aujourd'hui comment les marques travaillent avec, des créateurs de contenu, avec, donc des personnes aujourd'hui qui peuvent parler au nom des sur les produits de la marque, par exemple. Mais on s'aperçoit que souvent, en fait, il y a aussi un certain nombre d'excès qu'on a pu constater et que le gouvernement a mis en place avec une loi spécifique pour encadrer ces pratiques. Aujourd'hui, on arrive, je pense, à des moments un peu charnières sur cette relation marque-créateur de contenu. Bah, au moins aujourd'hui, vous percevez, vous, cette évolution? Alors, l'utilisation des influenceurs ou des créateurs, c'est quelque chose qui commence à être bien balisé, hein, puisque ça fait quasiment 20 ans qu'on fait ça, hein. Ça a commencé avec les blogueurs au début des années 2000 et aujourd'hui tout ça est parfaitement institutionnalisé et industrialisé, avec effectivement peut-être un côté mécanique qui se met en place. Donc c'est plutôt compliqué d'arriver aujourd'hui à trouver un créateur qui soit d'accord pour monter un partenariat avec une marque, heu, un créateur qui soit à la fois pertinent et fiable sur un sujet. Le problème, c'est que, quand vous avez quelqu'un qui a de l'audience ou qui s'exprime sur un sujet, plus son audience est grande et plus il va commencer à faire des partenariats, de la publicité. Donc là, c'est plus des créateurs, c'est des hommes sandwich ou des femmes sandwich. Une sorte de média, quoi, hein, on se sert en termes de Ah bah, médias. c'est des médias individuels, tout à fait. Mmh. Donc Mmh. c'est, un exercice compliqué. Aujourd'hui, un annonceur, une marque qui n'a pas l'habitude, veut naturellement se diriger vers celui qui a la plus grosse audience parce qu'il résonne en termes de médias et de puissance médiatique, il y a une grossière erreur et voilà, c'est important de se faire accompagner pour pouvoir aller toucher, travailler avec les bons créateurs.
En ce qui concerne la régulation, c'est une très bonne chose parce qu'il y a eu d'énormes abus, mais cette régulation, elle arrive un petit peu tard et il faudrait qu'elle soit un petit peu plus ferme, notamment avec tous ces pseudo-influenceurs qui sont réfugiés à Dubaï et qui ne sont pas concernés par cette régulation. Là, il faudrait vraiment que le gouvernement tape du poing sur la table et qu'il y ait des sanctions bien plus fermes vis-à-vis de ces malfrats, hein, puisqu'il faut les appeler comme ils sont, ce sont des escrocs. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont allés à Dubaï, hein, c'est parce que là-bas, ils sont protégés par la loi. Donc là-dessus, il faudrait que le gouvernement soit beaucoup plus incisif parce il y a des arnaques, il y a des drames. On a des pseudo-influenceurs qui recommandent des produits pour maigrir, qui recommandent des produits pour la peau, des shampoings, qui sont extrêmement néfastes. Et ça, c'est pas normal. Oui, bien sûr. Et justement, il y a quelques années, on parlait beaucoup du travail, long terme avec ces créateurs de contenu pour que justement il y ait une vraie cohérence, un vrai suivi, avec ces créateurs et aujourd'hui, ben, du fait de la multitude des plateformes, du fait de l'augmentation du volume de ces créateurs de contenu, aujourd'hui comment est-ce qu'encore on peut travailler, sur le long terme avec, des créateurs de contenu? Ça peut, ça dépend des créateurs. Le problème, c'est qu'encore une fois, il faut trouver des créateurs qui soient constants, qui restent impartiaux dans ce qu'ils vont travailler, que ce soit pour des sujets lifestyle ou que ce soit dans le B2B. C'est très compliqué d'arriver à trouver des créateurs de contenu qui durent. En fait, le truc, c'est qu'il faut passer le cap des 2 ans. N'importe qui peut se lancer et parler sur un sujet. Voilà, les 6 premiers mois, ça va bien se passer. Et après, bah, on a fait le tour du sujet et on a du mal à, voilà, à se renouveler. Et c'est là où c'est compliqué, effectivement, de travailler avec des créateurs sur le long terme. Sauf si on part sur des dispositifs qui sont, encore une fois, institutionnalisés. Je pense notamment au programme ambassadeur, où là, c'est différent. C'est différent parce qu'on va avoir une collaboration et une rémunération qui vont s'inscrire dans la durée, avec un cadre qui est bien défini. Donc là, on va dire, c'est mieux balisé. Et en plus, c'est plutôt bien accepté par la communauté, donc par les utilisateurs des médias sociaux. Voilà, si vous êtes ambassadeur pour telle ou telle marque, ça passe. C'est un peu comme du sponsoring. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué justement, une partie, concernant donc la prise de parole des dirigeants, ce qu'on appelle donc la leader advocacy. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec les différentes plateformes, sociales, l'important c'est la conversation. Et aujourd'hui, en tant que, utilisateur, on n'a pas forcément envie, d'interagir avec un logo et c'est d'autant plus vrai qu'on constate en fait une réelle perte de confiance avec les discours institutionnels. On s'aperçoit il y a des chefs d'entreprise, donc très connus comme Michel-Édouard Leclerc, qui ont pris la parole très tôt sur les réseaux sociaux et qui le font très naturellement. Mais aujourd'hui, que pensez-vous justement de cette personnalisation de la prise de parole plutôt que la prise de parole institutionnelle de l'entreprise? La prise de parole institutionnelle, elle est bien maîtrisée, d'accord? On a des agences de communication, on a des agences de relations publiques, donc tout ça, c'est bien fait. On va dire qu'il y a rien à redire. Si on veut faire les choses différemment, travailler en proximité, travailler avec enfin, communiquer avec plus de spontanéité, de transparence, effectivement, c'est une très bonne chose qu'un dirigeant prenne la parole. Sachant que il va s'exposer à, on va dire, une double difficulté. D'un côté, au niveau des entreprises, très rares sont celles qui ont des choses pertinentes à dire ou à revendiquer. Donc, vous citiez l'exemple de Michel-Édouard Leclerc. Effectivement, les supermarchés Leclerc, ils sont très agressifs sur les prix, le pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en avant. Maintenant, si vous êtes une marque lambda, qu'est-ce que vous avez à mettre en avant? Qu'est-ce que vous avez à défendre? C'est compliqué. D'un côté, on a ça. Est-ce que la marque a des choses intéressantes à dire? De l'autre côté, on a la communauté avec beaucoup d'agressivité et beaucoup de dogmatisme. Aujourd'hui, on a un discours qui est un dialogue qui ne se fait quasiment plus, puisqu'on a des extrêmes qui voilà, sont campés sur leur position, sur leur dogme, et qui ne veulent pas en démordre. Donc, si en face de vous, par exemple, vous avez des dogmatismes de l'écologie, quels que soient les arguments, de toute façon, ils ne les reconnaîtront jamais. Donc il faut s'y attendre et il faut voilà, sortir les rames pour arriver à, on va dire, à essayer d'avoir une communication qui soit à peu près
intéressantes, on va dire, qui ne tournent pas au pugilat. Mais aujourd'hui, très clairement, on a cette rupture, beaucoup d'agressivité et surtout de dogmatisme, donc de la mauvaise foi, avec des camps qui s'affrontent et qui refusent d'écouter les arguments des autres. OK, et alors pour vous, alors j'ai cité Michel Leclerc qui est souvent le plus connu. Est-ce que vous avez des comptes, qui pour vous aujourd'hui sont, alors si ce n'est référents, mais en tout cas, qui utilisent des bonnes pratiques, sur, cette, thématique de la leader advocacy? Ah, malheureusement, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, hein, d'un patron ou d'un dirigeant qui s'expose et qui joue le jeu de façon spontanée et sincère. C'est assez rare quand même. OK. Et alors justement pour revenir sur le sujet de cette prise de parole, heu souvent, on entend justement les différents dirigeants nous dire, ben, en fait, là, j'ai vraiment une vraie, inquiétude, sur mon risque d'image même, personnel puisque, c'est plus la marque, c'est, de moi en tant que personne, qui suis attaqué. Est-ce que vous pensez justement que la prise de parole, elle est, majoritairement positive? On va dire qu'il faut en retenir plutôt ces éléments-là que de se dire: «Bah, j'ai un vrai risque, de viralisation négative» sur le sujet de la prise de parole et des interactions hein, que vous évoquez avec les interactions des communautés. Bah, le risque, il est omniprésent. S'il doit y avoir un bad buzz, il y aura. Et encore une fois, aujourd'hui, on est sur un schéma de radicalisation. Si le camp adverse, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a décidé qu'une entreprise avait fauté, qu'elle devait être pointée du doigt, qu'elle devait être bannie, ça leur pose aucun problème d'aller chercher le nom, la photo, voire l'adresse personnelle du dirigeant. Ils sont capables d'agir là-dessus. Ça arrivera quoi qu'il arrive. Mmh. Donc autant avoir pignon sur rue et de pouvoir se défendre et d'orienter au contraire, on va dire, les critiques ou les bad buzz sur une personnalité pour pouvoir un minimum, on va dire, canaliser les échanges. Ouais, souvent, c'est ce qu'on constate, hein, sur des gestions de crise. Justement, on s'aperçoit que les gens, après cette gestion de crise, se dire: «Bah, on aurait dû, mettre en place ou prendre la parole, déjà plutôt que de créer, quelque chose au moment de cette gestion de crise». Donc pour vous, l'anticipation, elle est essentielle, pour, répondre justement à cette possibilité, aujourd'hui qu'ont toutes les marques, hein, on est Complètement. vraiment sous toutes les marques, pas uniquement les marques nationales. Cette capacité qu'on peut avoir à avoir alors pas forcément un compte qui soit tout le temps actif, mais en tout cas qui soit présent et en interaction avec la communauté pour justement, anticiper, et être présent en cas de viralisation négative. Exactement. C'est occuper le terrain pour pouvoir être prêt le jour J. Alors justement, tout à l'heure, je vous ai posé une question sur, les réseaux, un peu référents. En tout cas, dans l'expertise qu'on en a nous sur, le site leaderadvocacy.com, on s'aperçoit, que, LinkedIn est quand même toujours une sorte de point d'entrée, pour les dirigeants. Mais à l'inverse, on constate, depuis, maintenant, quelques années, on va dire, une sorte de facebookisation, de ce LinkedIn où, finalement, ce qui était un lieu très, professionnel devient un lieu de vie. Je voulais savoir votre avis sur le sujet, sur cette évolution, vous qui êtes un observateur averti des réseaux sociaux, de cette évolution en fait de LinkedIn qui est aujourd'hui très utilisée quand même sur, cette thématique de la leader advocacy. C'est une catastrophe. Effectivement, ces dernières années, on a eu une lente dégradation. Aujourd'hui, sur LinkedIn, on retrouve beaucoup de débats politiques qui ne devraient pas avoir lieu parce que c'est une plateforme professionnelle. On trouve des complotistes, on trouve des antivax, on a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, on a beaucoup d'agents immobiliers, on a beaucoup de coachs de vie qui viennent essayer voilà, de trouver des clients, tout ça, et ça crée beaucoup de pollution, c'est très très dommage. Et on a aussi beaucoup d'activistes, donc c'est pas des lobbies, c'est des Mmh. pseudo-lobbies, encore une fois, avec leur position dogmatique. On ne peut pas avoir raison avec eux. Donc tout ça, c'est dommage. Ça arrive petit à petit, et je ne comprends pas pourquoi le propriétaire de LinkedIn, donc Microsoft, n'est pas plus, on va dire, ferme sur ces dérives et pourquoi ils ne font pas le ménage, parce qu'il y a beaucoup de pollution.
Ouais, ouais. Alors l'autre sujet, c'est, on nous dit souvent que ces prises de parole, de dirigeants, elles sont, exclusivement, l'apanage des grandes entreprises et donc forcément, des, dirigeants de ces grandes entreprises. Alors que, bah, effectivement nous, à leaderadvocacy.com, on pense l'inverse. On se dit qu'aujourd'hui, en région, les grandes ETI ou même les startups aujourd'hui qui lèvent des fonds, ont besoin sur cette, notion de marque employeur, mais également autour de travailler la connaissance de la marque et de ses produits, qu'il faut que les dirigeants de TI donc prennent aussi la parole sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous aussi vous notez cette différence, en tout cas ce positionnement et cette interrogation, on dire des entreprises et des petites entreprises au sujet de cette prise de parole des dirigeants? Oui, oui, effectivement, il y a cette distinction et c'est bien dommage parce que le dirigeant d'une grande entreprise, c'est pas le créateur, d'accord? Lui, c'est un administrateur. Il est là pour, baisser les coûts et voilà, schématiquement. Donc c'est quelqu'un qui est éloigné du terrain. Qu'est-ce qu'il connaît réellement des réalités opérationnelles? Je me pose la question. C'est pas une critique, hein. Son rôle, c'est Mmh mh. d'administrer. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que des, dirigeants d'ETI ou de PME qui en sont généralement à l'origine, puissent s'exprimer sur un sujet qu'ils connaissent par cœur, parce que c'est eux qui ont créé l'entreprise. Donc ils ont la connaissance de l'offre, du terrain, de ses contraintes, et ainsi de suite. C'est, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Avec une facilité justement des sujets de storytelling puisque, derrière on a, une actualité au quotidien, qu'on peut partager et qui est forcément beaucoup plus intéressante que les grandes communications institutionnelles, des grandes marques, quoi. Bah oui, qui se résume invariablement à ah bah tiens, aujourd'hui on s'est réuni avec mon conseil d'administration, et puis bah la semaine prochaine je vais planter un arbre parce que en partenariat avec l'association Schmuch, on agit pour la planète. Bah, super, c'est vachement intéressant ça, tiens. Ouais, c'est pour ça que l'exemple de Michelin de est intéressant aussi parce que, lui, il arrive à personnaliser, son discours, à réagir à chaud sur des sujets autres que son entreprise, en restant dans des choses de proximité, et c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure parce que je trouve que, alors même s'il est peut-être il est certainement, il travaille avec des agences, mais en tout cas dans ce qu'il fait, on le sent bien que c'est lui qui met en avant, qu'il ne forcément pas réfléchi sur un plan, de communication, mais que à l'instant T, il a lu un article qui l'intéressait sur un sujet, qu'il le partageait et qu'il le commentait. Donc c'est aussi cette notion d'actualité à chaud qui est aussi intéressante pour les communautés, je pense. Effectivement. Alors et pour conclure cette discussion, Frédéric, est-ce que pour vous il y a quelques bonnes pratiques que, on pourrait retenir autour de la prise de parole des dirigeants ou des cadres dirigeants d'une entreprise sur les réseaux sociaux? Ah oui, oui, oui. La première chose, c'est la régularité. On peut avoir par exemple des dirigeants qui se disent: «Allez, ce coup-ci, je m'y mets, zou, j'ouvre mon compte et je me lance à fond». Là, ils sont capables de partir bille en tête et peut-être de saturer, la prise de parole ou de s'essouffler. Donc c'est important de leur expliquer que c'est pas un sprint, c'est une balade, d'accord? Donc ils sont là pour, voilà, essayer de s'inscrire dans la durée, dans le paysage médiatique pour pouvoir, s'installer sur un sujet et prendre la parole. Ça demande un minimum d'organisation. On a ensuite, de l'entraînement, qui s'apparente à du média training, parce qu'à partir du moment où vous êtes exposé sur les médias sociaux, bah, vous allez vous faire alpaguer par tous les activistes, que ça soit les activistes du climat, que ça soit les activistes politiques, que ça soit les activistes trans, par exemple. Et si on n'est pas un minimum préparé pour, voilà, éloigner tous ces gens du cœur de la prise de parole, bah, on a toutes les chances de déraper. Vous savez, c'est compliqué, hein, de dire: «Bah, écoutez, non, non, moi je mon entreprise, elle fabrique des pompes à chaleur, voilà, le sujet trans, des transsexuels ou du climat est important, mais c'est pas mon sujet. Voilà, je vais laisser d'autres personnes en parler». On a également, une bonne pratique qui est évidente, hein, qui est la sincérité, la transparence, mais qui n'est pas forcément simple à mettre en œuvre parce que, bah, on est derrière des décennies de prise de parole policées et réglementées sur les médias traditionnels. Donc c'est, compliqué d'arriver à dire je pense, je suis persuadé, je ne pense pas que. Voilà, c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément
dire, habitué en tant que dirigeant d'entreprise. Et surtout, accepter le fait de faire des vagues ou d'avoir des contradicteurs. C'est pas grave. Les contradicteurs, ils existent. Il faut juste être préparé et accepter ce fait-là qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on a un dernier point qui est également très important, c'est d'anticiper le fait que vous avez un dirigeant qui prend la parole pour le compte de son entreprise. OK, très bien. Qu'est-ce qu'on fait le jour où il s'en va? Soit pour partir à la concurrence, soit parce qu'il part à la retraite, soit parce qu'il va faire autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement cadrer dès le début et pouvoir anticiper. Surtout si il s'exprime en son nom. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Et je retiendrai que, il faut faire une balade plutôt qu'un sprint, parce que c'est des choses qui sont toujours, importantes à retenir sur le côté donc, long terme, même si aujourd'hui, beaucoup de gens voient sur du court terme et des éléments très, de chiffrés, à court terme sur, la performance, d'un tweet ou d'un post LinkedIn. Mais c'est important de travailler sur, le long terme et ça, je crois que, c'est des choses qui sont toujours, importantes, à rappeler. Merci encore, Frédéric, de nous avoir accordé, votre temps précieux, sur, ce podcast. Alors c'était le premier, donc c'est un moment important effectivement pour notre site leaderadvocacy.com. Je vous rappelle où on peut vous trouver rapidement, mais ils seront aussi dans les notes de l'émission, hein, donc sur Twitter et autour des réseaux sociaux, c'est Fred Cavazza. Et bien sûr votre site qui est fredcavazza.net, où vous trouverez l'ensemble des informations. Il y a même une synthèse de tout ce qui s'est passé dans l'été pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est des choses qui sont toujours intéressantes quand on reprend l'actualité. Merci encore mille fois Frédéric. Et puis bah, écoutez, pour les auditeurs, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très rapidement pour un deuxième épisode de ce leaderadvocacy.com avec une autre personnalité pour échanger autour de cette prise de parole des dirigeants et des équipes dirigeantes. Merci et à bientôt.